Bonjour, je m'appelle Jean Darchis, je suis né en 1929. On m'a demandé de parler de l'époque de 1940, des années 40. J'ai accepté pour les générations futures, pour savoir, parce que c'est pas tellement loin, connaître, faire un rappel, un mémoire de ce que pouvaient être les travaux agricoles à cette époque-là, en tant qu'ouvrier. Parce que toutes les émissions qu'on peut voir sur les écrans, les petits écrans de télévision et compagnie, euh, présentent toujours les exploitants, mais jamais les exploités. Quand on a commencé à en parler, on a parlé des journaux. Et là, les journaux, justement, dans les fermes, ils circulaient pas si bien que ça. Circulait la presse que ces messieurs voulaient bien qu'ils soient connus. C'est-à-dire l'Ouest éclair et l'avenir du Bessin. Et ça, c'était la propagande des croix de feu, des antisociales, anticommunistes, tout ce qu'on veut, quoi. Alors que beaucoup de gens savaient pas ce que c'était que le communisme, déjà. Puisqu'on était presque tous illettrés. Moi, à l'école où j'étais, un jour, j'ai rencontré mon institutrice à Bayeux, 20 ans après, je l'ai reconnue, puis j'ai adressé la parole. Elle m'a reconnu aussi. Elle me dit: « Ah, c'est Jean, je t'ai vu en culotte courte, maintenant je te vois avec des cheveux blancs. » Et comment... J'ai dit: « Mais on était combien à l'école ?» Une soixantaine. Elle me dit: « Non, 56. Classe unique, de 5 à 14 ans. Quand on allait jusqu'à 14 ans. » Donc, vous voyez, les gens étaient les plus débrouillards, apprenaient à lire et plus faibles, quoi, et ainsi de suite, comme ça. Donc, on peut pas dire qu'on pouvait suivre et analyser pour beaucoup de monde ce que c'était qu'un journal, ce qu'il disait, la tendance du journal, si elle était de droite ou de gauche ou au centre. Non, pas vrai. Et ils étaient tous à 95%. Ils étaient tous du parti du patron. L'inverse aurait été terrible. Ils auraient pas eu de travail, ils n'auraient rien eu. C'est à peu près ça, ce qui se passait. Bon, mais malgré tout, oui, il y avait un journal. Quand le patron l'avait lu, il vous le passait. Mais s'il y avait peut-être une page dans le journal qui un peu conclut, on ne la voyait pas, celle-là. Et je vous dis, les gens achetaient surtout des journaux. Les gens, la classe ouvrière, on achetait très peu de journaux, mais enfin, ils lisaient surtout les journaux pour les vendus, qui se passaient à droite à gauche, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on partait au régiment pour 2 ans, à cette époque-là. Alors, de 14 à 20 ans, on faisait des économies. C'était pas mon cas, mais enfin, beaucoup de ces gens-là faisaient des économies, partaient 2 ans au régiment, mangeaient tout ce qu'ils avaient économisé, revenaient, il n'avait plus de sous, ils se mariaient, donc ils faisaient les vendus pour acheter un buffet, 4 chaises, une table et un lit. C'est tout ce qu'il y avait dans les maisons. C'est tout. Et bien souvent, c'était la maison du patron qui vous louait, et c'était considéré comme avantage en nature encore en plus, tout ça. Donc, il était le maître absolu, quoi. Il régnait là-dessus, absolument. Sur les personnes d'un certain âge qui étaient en plein rendement pour le travail, quoi. Quelqu'un qui a 22, 23 ans, il est plein d'ardeur, quoi. Alors, on prenait le boulot à 6 heures du matin jusqu'à 8 heures le soir. Du lundi au samedi soir. Pour les gens qui étaient journaliers, c'est-à-dire qui étaient indépendants quand même, qui avaient leur logement. Mais des gens comme les commis, qu'ils appelaient ça. Le commis, j'ai un commis, 2 commis, 3 commis. Alors ça partait comme ça, le petit commis, 14 ans, 15 ans, 16 ans, c'était l'âge. Ensuite, il y avait le petit valet. Celui-là, il commençait à évoluer un petit peu, il avait 18, 19 ans.
Et ensuite, il y avait le grand valet. Alors lui, c'était le chef. Quand il fermait son couteau, que vous ayez mangé ou pas, fini de manger ou pas, il fallait se lever. Parce qu'il fallait chercher, en mangeant, le cidre pour la tablée, il y avait 7-8-10 personnes là-dedans, le cidre pour les patrons, parce que des fois on rentrait avec le cidre qu'on allait tirer au tonneau, on rentrait, il disait, tiens, ben, tu t'y retournes, hein, parce qu'ils n'avaient plus non plus dans leur pichet, t'es comme ça. On couchait à l'écurie, on mangeait une table à part, que moi j'ai jamais été contre ça. Parce que j'ai toujours prétendu qu'on n'était pas obligé de savoir ce que le patron avait à discuter avec ses enfants, sa famille et tout ça, pas plus qu'il avait à connaître ce que nous on avait envie de se dire. Mais beaucoup étaient contre ça, hein. La majeure partie du personnel était contre ça. 2 tables, c'est des seigneurs, c'est ceci, c'est cela. Moi, j'ai jamais considéré ça comme ça. Au contraire, j'aurais mieux aimé manger dans une pièce à part que de manger avec eux. Parce qu'ils n'étaient pas obligés de savoir ce qu'on voulait faire, ce qu'on se disait et tout. Ensuite, le soir, comme le midi, quand il faisait beau, c'était bien. Quand il pleuvait, c'était la même chose, c'était moins bien. On allait travailler, on rentrait trempé, mouillé. Comme on n'avait pas de sous pour acheter de fringues, d'habillement, on gardait toujours les mêmes vêtements. Mais on n'avait pas le droit de les étendre dans la cheminée, ni de se chauffer. On repartait se coucher à l'écurie. Le lit était à l'écurie, avec les chevaux. Et là, on changeait de drap à peu près 1 fois ou 2 par an. Les poules montaient sur le lit, pondaient sur le lit. Les chiens, quand ils rentraient de la chasse avec le patron, pour ceux qui chassaient, montaient sur le lit, pareil. Bon, bien sûr, pour la poule, c'était mauvais pour elle. Hein, quand on la chopait là-dessus, l'œuf et la poule, souvent, elles passaient à la casserole. Hein. Ça, je tiens à le dire parce que ça les éliminait. Voilà l'état d'esprit qu'ils avaient envers nous. On n'était rien du tout. J'ai toujours dit qu'ils ont... Et là, je vais plus loin. J'ai toujours dit, et puis je leur ai dit il n'y a pas bien longtemps, qu'ils ont remplacé les seigneurs, mais ils étaient pires qu'eux. Ils ont fait pire parce que les seigneurs, ils se faisaient encore casser la gueule pour leur roi, qu'eux, ils payaient leurs ouvriers à une époque pour aller faire le service militaire à leur place. Ça, je peux vous le prouver, je l'ai là dans mes livres. Et même quand ils faisaient leur service militaire, ils avaient des avantages énormes, parce que comme ils étaient fils de cultivateurs, si vous voulez, les jeunes, les enfants, je vous dis, eh bien, ils avaient des permissions spéciales, permissions agricoles de 2 mois, 2 mois et demi, ça dépendait, et plein de trucs comme ça. Que le manant, la chair à canon, là, il n'avait rien du tout, il avait la permission de 8 jours, permission de détente, des fois qu'il appelait ça permission de détente, je me souviens de ça, de 15 jours. Je vais encore aller un peu plus loin. Si vous prenez les monuments aux morts de nos petites campagnes, vous verrez qu'à la guerre 14, combien il y en a qui y ont passé. Si vous faites la comparaison avec les monuments aux morts des villes, le pourcentage n'est pas le même. Pour faire du corps à corps, l'infanterie avait un rôle énorme à l'époque, et les gens des villes restaient pour fabriquer des munitions et ceci, cela, et puis tous les paysans allaient se faire bousiller sur le front à 10 mètres des Allemands, et du côté allemand, c'était la même chose, c'était que de la paysannerie. Donc, ce que je vous dis, les monuments aux morts sont beaucoup plus... il y a eu beaucoup plus de morts dans nos campagnes que par rapport aux intellectuels ou aux villes et ainsi de suite. Voilà pourquoi, quand on réfléchit un petit peu, je vais encore vous raconter une anecdote. Quand j'ai passé le conseil de révision, bon, c'est un copain qui m'a prêté un pantalon pour être à peu près en ordre. Mais ça, c'est de ma faute, j'aurais pu à l'époque être fringué comme il faut.
J'ai demandé comme ça, les yeux fermés, Afrique du Nord dans l'armée de terre. C'est vous dire le degré d'instruction qu'on avait. Et en effet, je suis parti en Afrique du Nord, dans l'armée de terre, dans le 3e bataillon zouave. En débarquant à Philippeville, un dimanche matin à 6 heures, on est débarqué, on était 700-800 sur le bateau, là, et il y avait un type avec qui j'avais fraternisé, là, sur le bateau, qui avait l'air un peu plus malin que moi, enfin, un peu plus d'instruction. Et finalement, qui n'était pas beaucoup. On attendait qu'il nous trie pour nous envoyer dans les casernements, à droite à gauche, et je voyais passer des femmes sur le port, calées, qui vaguaient, calées à droite, à gauche, étaient tout en noir. Je dis, mais il n'y a que des bonnes sœurs, là. Alors je lui file un coup de coude, je dis, non, mais il n'y a que des bonnes sœurs, là, non. Mais il me dit, oui, comment que ça se fait? Et il me dit, mais à moins que ce soit les Fatma. Ah, peut-être. Vous voyez le niveau? Parce que, à Canchy, là, je cite bien, il y a un conseiller municipal qui avait demandé au maire, il faudrait quand même bien un deuxième institut, parce que tu sais, 60 gamins, presque 60 gamins, ça fait beaucoup. Parce que les leurs, ils n'y étaient pas, là, ils étaient en pension. L'autre y a répondu, oh, tu sais, ils n'ont pas besoin de savoir lire et écrire pour traire les vaches. Et ça les arrangeait très très bien, ça, que personne n'ait d'instruction. Ils dominaient, ils régnaient dans toute la longueur et la largeur. Quand j'ai demandé au maire de Canchy pour retrouver mon frère en rentrant de l'armée, il m'a fait comme réponse, tu sais, quand on écrit dans ces maisons-là, il faut être poli et mettre un timbre pour la réponse. Voilà le renseignement que j'ai eu. Voilà. Les travaux de la ferme, c'était essentiellement dans notre région, l'élevage. Par exemple, moi, la ferme où j'étais, il y avait quand même, je vous dis, une quarantaine de vaches à lait, mais il y avait aussi une cinquantaine de veaux pour le renouvellement des vaches, hein, qui s'éliminaient. Donc ça faisait beaucoup de travaux à faire. Il y avait dans les fermes, il y avait un couple de gardes, qu'ils appelaient ça, qui traillaient ces gens-là le matin à 5 heures. Ils allaient chercher soit le cheval, soit le bourri, l'âne, pour l'atteler, pour aller traire, ils mettaient les bidons ou les cannes, et puis ils partaient traire. Un ménage, ils appelaient ça un ménage, trayait 30 vaches, l'homme et la femme, à la main. C'était ça. Ils rentraient vers 8h, 8h30, je le pendais, et là, des fois, ils avaient le droit à la soupe. Ensuite, ils passaient le lait, parce qu'ils faisaient souvent du beurre, ou ils envoyaient le lait à la laiterie, et ils allaient soigner les veaux, ces gens-là. Les petits veaux qui étaient à la tâche, dans les étables, plus les cochons. La ferme où j'étais, il y avait 50 cochons en permanence. Donc, il fallait que ça mange, ça. Il fallait les soigner, les nettoyer, et ainsi de suite. Comme ça. Et puis il y avait une autre phase, c'était là où intervenait le grand valet, qui lui allait faucher le matin quand c'était la période des foins, qu'allait labourer quand c'était la période des labours, oui, ça, puis faire le bois, le fagot, monter les arbres, casser le bois pour le chauffage, il y avait environ 100 stères de bois dans une ferme, il y avait tout ça. Et puis, au niveau travaux, je vous dis, la récolte du foin, bon, il y avait ça. Mais il y avait le botteleur, l'été, pour les foins. Le botteleur, c'est un bonhomme qui prenait à 3 heures du matin et qui bottelait. Pour gagner sa vie à peu près à ça, il fallait faire 1000 bottes de foin dans la journée. Moi, je l'ai fait, j'ai jamais pu arriver à en faire à 1000, j'en faisais 800, 7 à 800.
Mais c'était la fin là, hein, parce que c'était dans les années 50, donc est arrivé les presses à foin et tout ça. Alors il y avait tous ces gens-là. C'était des tâcherons, ça. Alors ils faisaient le foin chez vous, chez Pierre, chez Paul, chez Jacques. J'ai oublié de vous dire que Pierre, Paul et Jacques, on les appelait Maître Pierre, Maître Paul, Maître Jacques. Les fils de maison, on les appelait Monsieur Pierre, Mademoiselle Hélène, et ainsi de suite comme ça. Il y avait une différence énorme entre ces gens-là et nous. Et moi, je vous dis, on vous appelait par votre nom de famille, des fois gentiment, des fois assez brutalement, et tout était comme ça. Bien souvent, on tombait dans des boîtes, parce que je dis c'est des boîtes, où que le patron faisait rien. Sa femme a travaillé, les femmes y travaillaient. Il n'avait rien à envier aux Arabes. Et le matin, le lundi, tracé, parce que nous, on travaillait, mais eux aussi, ils travaillaient à leur façon. Le lundi, ils allaient au marché de 40 ans, pour nous, pour notre région, là. Hein. Le mardi, ils allaient à Bayeux. Le mercredi, ils allaient à Isigny. Le jeudi, ils allaient à Litry, parce qu'il y avait un énorme marché à Litry. Le vendredi, Trévière. Et le samedi, ils tournaient. C'est-à-dire qu'ils regardaient le boulot qu'on avait fait, si ça avait tourné, si ça avait pas tourné, et si et ça et l'autre. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que quand il rentrait du marché comme ça, il en avait un coup dans le nez, parce qu'il jouait au domino, il s'attablait là-bas chez Poinchevel à Isigny, par exemple, allez, du 6, du 4, du 5, du 2. Mais à chaque fois qu'il perdait une partie, il se mettait un petit coup de calva là-dedans, il payait la tournée, et ainsi de suite. Et l'après-midi, il gueulait comme des ânes. Mais il n'avait rien fait. Il avait les culottes de cheval, les broches, les bretelles, le ventre comme ça. Il travaillait que l'été, un peu. Il montait sur les engins agricoles, c'est-à-dire avec le cheval, la racleuse, la faneuse. Pas la faneuse, non, il fallait prendre trop vite le matin. Et là, l'enrouleur, qu'ils appelaient ça. Et là, il transpirait. Hein. Ouais, parce qu'il était en plein soleil, ça ressortait tout ça. Et je les ai bien examinés. Je les vois encore. Voilà. Et donc je vous dis, voilà. Mais bon, pour les travaux des foins, ben, tout était fait à la main, pratiquement. On faisait on appelait ça, pour le foin, hein, on appelait ça des veuillottes. C'était des meules de foin qu'on rassemblait, bien faites le mieux possible. Quand c'était bien fait, on pouvait les laisser 15 jours, 3 semaines. Il pleuvait, le dessus était mouillé, mais l'intérieur n'y était pas. Et là, c'est là qu'intervenait le botteleur, qui venait botteler, parce qu'il ne pouvait pas botteler à la demande, puisqu'il faisait plusieurs... parce que dans une ferme où il y avait... je vous dis, 70 à 80 animaux, fallait 150 000 bottes de foin, hein, 100 000 bottes de foin. Parce qu'une botte de foin, une bonne botte de foin faisait 3 livres, 4 livres. Vous voyez, c'est rapport à les balles d'aujourd'hui qui font 300 kilos, ça va loin. Alors, mais c'était très... Bon, il y a des gens qui allaient très vite, c'était leur truc, et puis d'autres, c'était pas du tout leur truc. C'était mon cas, moi. Par contre, il y avait les betteraves. Alors, moi, personnellement, pour mon cas, j'étais un très bon démarreur de betteraves. J'arrivais dans des terres bien préparées, bien propres, à faire 1 hectare la semaine. Mais ça, faut tourner. Mais c'est pareil, c'est un coup de main, c'est... Bon, j'étais plus un betteravier qu'un botteleur de foin. C'est exactement comme pour faire du fagot, le bois, parce qu'il employait beaucoup de bois. L'eau chaude était chauffée dans des fourneaux, qu'ils appelaient ça, des grands bacs en cuivre. On mettait le bois dessous et ça chauffait l'eau. Alors ça, dans une ferme normale, il fallait bien 1000 fagots dans l'année. Donc il fallait les émonder, les fagoter, tout ça. Pour que quelqu'un gagne à peu près sa vie, il fallait faire 100 fagots dans la journée. Mais pour faire 100 fagots, ça durait 2 jours, parce qu'il fallait l'émonder, il fallait le préparer,
Et puis après, le fagoter. Donc, un jour, on est monté, si vous voulez, même pendant 3-4 jours, mais enfin, si vous voulez, l'un dans l'autre, c'était ça. Il fallait 2 jours pour faire un cent de fagot, parce qu'il fallait l'abattre, et puis après, le fagoter. Il en est de même pour le bois de chauffage de la maison. On arrivait à faire 3 stères de bois en bout de scier au passe-partout, à la main, à 2, et casser des quarts de bois de 33 cm à peu près. Vous voulez 33, 33 et 33, 3 x 3, 33, ça fait 99. Hein. Donc ça faisait 1 mètre cube. Et quand on en avait fait à 2, 3 mètres cubes, c'était à peu près tout. Et c'était déjà bien. Des fois, on allait en faire 4 quand c'était du bois qui se cassait très bien. Par exemple, le frêne, ça se cassait très très bien. Mais il y avait, je vous explique quand même, il y avait des bois qui se cassaient très très mal. Par exemple, l'orme. Des fois, ça se cassait bien. L'ormel se cassait très bien. Mais il y avait l'orme qu'on appelle la plure d'oignon. Alors là, ça, c'est des bois qui s'éclatent. Mais là, il faut la marce et les coins. Et là, on avait difficilement la possibilité d'en faire 3 stères par jour. Là, c'était plus dur. Mais enfin, l'un dans l'autre, c'était 3 mètres. 3 mètres, oui, on appelait ça le mètre, nous, c'était la région. Si vous étiez employé au mois, vous ne pouviez pas vous opposer. Si vous étiez tâcheron, ce qui était le cas de beaucoup de gens que je vous ai dit, qui bottelaient, qui faisaient du bois à tâche comme ça, oui, on pouvait dire, cet après-midi, je vais pas, quoi, ou je ralentis, des choses comme ça. Vous étiez libre. Mais la personne qui était employée au mois ou à la semaine, là, non. Et je vais vous dire mieux, parce que les petits commis comme moi, comme des temps de milliers d'autres, le dimanche, fallait balayer la cour, hop, soigner ça dépendait si on était attitré à soigner des vaches ou des chevaux. En tous les cas, il fallait soigner les vaches ou les chevaux, ou les deux à la fois, balayer sa cour, et puis là, il se trouvait 10h30, 11h, on faisait la toilette dans le seau d'eau, froide, et comment on allait casser la croûte, on allait manger le midi, bien nourri toujours. Apparemment, moi j'ai toujours été bien nourri, parce qu'ils avaient pour principe de dire qu'un sac vide ne tient pas debout. Ça voulait dire tout ce que ça voulait dire, que c'était pour le rendement. Les sous, ça c'était autre chose. Portefeuille vide, ça n'a pas d'importance, ça. Ça n'avait pas d'importance pour eux. Mais le ventre plein, oui, parce qu'on pouvait travailler. C'est vrai que quelqu'un qui a faim, il ne peut pas faire grand-chose. Il n'avait rien inventé. Voilà, et on sortait, l'après-midi on allait faire un tour, mais à 4h30, 5h, il fallait rentrer pour rebelote, il fallait donner à manger aux vaches, ça dépendait, quand ils étaient à 14 ans, de Canchy, vous voyez la ferme de Canchy, enfin Canchy où ça se situe, et le château de Beaumont, là, j'allais de Canchy à Beaumont à pied. J'ai soigné, je piquais, on appelait ça piquer, c'était 25 vaches qui étaient au piquet, à la chaîne. Il fallait les changer 5 fois par jour et les abreuver. Alors ça, c'était dimanche, comme tous les jours, c'était en permanence. Pour toutes les vaches étaient à la chaîne, et puis c'est auquel que les vaches auraient été mieux alignées. C'est-à-dire, vous preniez, les vaches étaient espacées le tiers... on appelait ça un tiers, c'était espacé de 10 mètres, 10-15 mètres entre chaque vache, et 2 marches d'herbe à chaque fois, pour pas qu'ils dépensent l'herbe, c'est-à-dire ça remplaçait, c'était ça la clôture électrique de l'époque. Alors on arrachait le poisson, et puis avec un maillet, on leur en donnait 2 marches. Mais par contre,
quand c'était un gamin comme moi, si vous voulez, comme moi, et c'est beaucoup d'autres comme moi, à l'époque, moi, on n'a pas la force de tenir une vache qui tire, parce qu'elle en veut toujours. Ici, pas la patte, hein, qu'elle est attachée. Pas la patte. Il y en avait qui étaient par la tête, mais très peu. C'était tous par la patte, les trois quarts. Alors, pas besoin de vous dire que c'était du boulot, hein, de tenir ça. Bon, quand c'était quelqu'un qui avait 25-30 ans, des fois, il y avait des vachers. Il y avait des vachers plus solides. Des fois, c'était le garde aussi qui s'occupait de ça. Le garde que je vous ai dit, qui triait le ménage, qui était logé, éclairé quand il y avait l'électricité, et chauffé. Parce que je vous parle quand même, moi, d'une époque où le modernisme commençait à arriver. Il y avait quand même l'électricité. Hein, c'était important. Et c'était important parce que moi, les fermes où j'ai travaillé, il y avait quand même ce modernisme-là, où pour les betteraves, par exemple, il y avait je sais pas moi, 200 tonnes de betteraves à couper, à tueur d'année, toc. Et c'était fini de les tourner la manivelle à la main. Il y avait un moteur électrique qui tournait le H-bet, qu'ils appelaient ça. Bon, c'était quand même, ça soulageait énormément, ça. L'eau sous pression est arrivée aussi. Parce que ces vaches-là, il fallait les abreuver, là, dont je vous parle, les 25 vaches. Ça, c'était les barriques à eau, que vous connaissez très bien, vous voyez encore. Et avec un pichoir, on prenait de l'eau à la rivière, à droite à gauche, où il y avait un point d'eau, ou dans une mare, n'importe. Et puis, hop, avec le robinet, on donnait un seau, 2 seaux, 3 seaux, les vaches. D'autres avaient un bac. Les plus modernes avaient des bacs qu'on trouve encore. On en voit encore de ces bacs-là, ça faisait 50 litres. Alors hop, on reculait le cheval et la barrique sur le bac, on ouvrait le robinet et le bac s'emplissait. C'était déjà beaucoup plus simple, mais ils n'avaient pas tous les moyens. Enfin, ils avaient les moyens, mais bon, il y avait toujours les vieux traînards qui... Moi, j'ai toujours abreuvé les vaches au seau. On les abreuvait, on mettait on charriait 500-600 les barriques à eau, ça faisait 600 litres, je crois. Donc, remplir la barrique 600 litres d'eau, c'est pas si facile que ça, mais on fallait 2 barriques pour 25 vaches. Par exemple, quand il faisait du vent, ils buvaient beaucoup plus que quand il faisait un temps humide et des choses comme ça, quoi. Quand on leur donnait du foin le matin, parce que quand arrivait le mois d'octobre, ils étaient encore pas rentrés dans les étables, et il y a des gens qui les rentraient pas du tout d'ailleurs. Eh bien, il y avait beaucoup de vent, il y avait tout ça, et ils buvaient énormément. Et s'ils ne buvaient pas, leur soif, immédiatement, s'était transmis sur les bidons de lait. Hein. Instantanément, dans la journée même. Une vache qui avait soif, a donné 1 litre ou 2 de moins de lait dans la journée. Donc, je vous dis, et puis il gueulait, il braillait derrière. L'eau, c'était primordial. Presque autant que, pas autant clair, mais enfin, pas mal. Alors je vous dis, quand ils commençaient à leur donner du foin comme ça, ils avaient encore plus soif. Parce qu'il y a de la poussière, enfin le foin, il y a quand même des poussières dedans, ça les altérait. Et des fois, il fallait faire 2 barriques et demie d'eau. Hein. Alors, c'était haut, la barrique, pour des petits bonhommes comme moi. Parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'imagination, il aurait pu faire des marches en bois, à même la barrique, pour qu'on puisse... c'est le dessus de la barrique, l'embouchure de la barrique, ça faisait 30 cm de diamètre, quoi. 30 cm de diamètre, donc il fallait viser juste. Et quand il faisait du vent avec votre pichoir qui faisait 10 litres d'eau, lui, tout juste, il y en avait les 3 quarts qui foutaient le vent, donc double manœuvre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la barrique soit pleine. Voilà comment que ça se passait. Pour les vaches, il y avait bien d'autres trucs. Il y avait bien d'autres trucs. Il y avait les vaches qui allaient véler, il y avait tout ça, fallait tasser. Bon, mais ça rentrait bien, ça... Bon, une vache qui allait véler, nous, les jeunes, les gamins, on savait véler une vache. À une condition quand ça se passait bien. Parce que normalement, une vache qui vèle, s'il n'y a pas de complications, elle peut véler toute seule. Mais des fois, on l'aidait, assez souvent même.
Voilà. Il y avait aussi la période des grains. Alors, le grain, c'était un peu... Ça, c'était bien, parce que c'était un travail sain, où il y avait une bonne ambiance. C'était certainement la période, pour moi, la plus agréable. On faisait les grains, bon, le patron était sur la gaveleuse, ils appelaient ça des moissonneuses gaveleuses, qui faisaient des petites gavelles. Parce qu'avant moi, avant mon époque, ils fauchaient les blés, enfin les grains, à la faux. Des hectares entiers. Mais nous, il y avait déjà ça, la faucheuse et la gaveleuse, ils appelaient ça. C'était un mécanisme qui tournait assez bien. C'était lié avec une ficelle où on passait derrière et puis il y avait des liants qui étaient faits à la main avec du civier. Il y avait des fabricants de liants. Et puis on liait ces petites gavelles là. Et puis bon, on les mettait à sécher. On faisait je ne me rappelle plus comment ça se nommait ça. Enfin des perroquets, comme par exemple au Tyrol, ils appellent ça des perroquets. C'était un peu ça. Pour que ça sèche, et quand c'était bien sec, bon, on ramenait ça à la ferme, et puis la batteuse venait battre le grain. Parce qu'avant, c'était battu au fléau, ça. Mais là, moi, j'ai pas connu ça. Hein. À part le sarrasin qu'on a battu au fléau, mais il y en avait très peu, c'était pendant la guerre pour la consommation de la ferme, quoi. Mais enfin, c'était plus ou moins bien fait, ça. Bon. Mais moi, c'était déjà plus moderne des années, parce que j'ai parti vraiment travailler en 1945. Avant, je bouinais à la ferme, là. Mais vraiment, domestique, j'avais 14 ans et demi, quoi, 45, plus de 15 ans. Et là, quand la batteuse arrivait, il y avait une vingtaine de personnes autour de ça. Et c'était la fête, oui, c'était bien. C'était le meilleur moment qu'on pouvait passer dans les fermes, où il reste un bon souvenir. Et les femmes venaient récupérer le veau pas de la pâle d'avoine pour faire des paillasses, pour dormir. C'était la meilleure. Vous voyez, c'était toute une ambiance comme ça. C'était sympathique, ça. Et puis le soir, ça finissait souvent à la fête. Chacun y allait de sa chanson. Des fois, il y avait de la bagarre aussi. Bon, enfin, ça arrivait de temps en temps. Ils n'entendaient plus. Il a passé le buvet un bon coup, là. Bon, mais c'était une bonne ambiance. Mais il y avait bien autre chose dans les fermes. Il y avait un travail énorme. Il y avait le moment où on faisait le cidre. Alors, le cidre, il faisait des fois, moi, j'ai vu dans les fermes faire 10 000 litres de cidre, 10-15 000 litres peut-être, même plus. 7-8 10 tonneaux de 1500 litres, oui, ben, ça fait plus que ça. Hein. Mais les pommes, on les ramassait à la main. Il fallait ramasser les pommes à la main. Alors, les ouvriers ramassaient des pommes à la main, mais il y avait aussi des tâcherons, des femmes. Le jeudi, il n'y avait pas d'école. Alors, comme il y avait beaucoup de gamins à cette époque-là, il n'y avait pas la pilule. Alors, tous les gamins venaient ramasser des pommes et à la main. Alors, beau temps, mauvais temps, on ramassait les pommes quand même. Hein. Il n'était pas question de... Vous voyez, c'est un gros boulot, la culture de l'époque. C'était un très gros boulot. Mais ça employait énormément de personnel, mais qui n'était pas, voilà, que je dis, qui n'était pas payé, qui n'était pas... Je dis, il n'y avait rien dans les maisons, les gens étaient pauvres. Il y a un proverbe qui dit, toutes ces pièces-là m'appartiennent. C'était les pantalons qui étaient rapitonnés de pièces. Oh, mais j'ai des pièces, ça voulait dire, des pièces, des herbages. Oh, ben j'en ai quelques-unes. Ils se tapaient sur le genou, mais c'était des pièces qui cousaient sur leurs pantalons. Tous les pantalons, les chaussettes étaient reprisées par la femme, et tout comme ça. Hein. Beaucoup, moi, sitôt après la guerre, parce que on a eu les tickets de pain jusqu'en 1947. On n'avait pas de godasses, parce que la période
la belle période du débarquement où que les Américains avaient laissé plein de chaussures, plein de vêtements et tout ça. En 2 ans, c'est effripé ça. Hein. Eh ben, on avait des chaussures en semelle de bois, des bottes, on n'en avait pas. C'était pas pour nous, c'était pour eux, pour les patrons. Parce que ça coûtait très cher. Et comme on gagnait, je ne vais plus vous dire, c'était une poignée de cerises qu'on gagnait. Et bien souvent, le samedi, quand il fallait se faire payer, quand on était au mois, c'était au mois. Le samedi, les journaliers qui se faisaient payer à la semaine, l'autre, il dit, ah ben vous m'excusez, j'ai pas été à la banque, j'ai pas de monnaie. Comme ça, bon ben, s'il avait des poules, il avait intérêt à bouffer des œufs le dimanche, parce que c'était pas nourri ce jour-là. C'était ça. C'est ça aussi. Alors, ramassaient les pommes, ils les mettaient en tombe, ils les rassemblaient. Ensuite, ou alors ils emplissaient les banneaux qu'ils mettaient à la disposition des ramasseurs de pommes, puis ils les laissaient mûrir pendant 10-15 jours, et puis le pressoir porçait, ça dépendait, il y avait des fermes qui avaient leur pressoir, et d'autres qui n'en avaient pas, mais les ouvriers aussi faisaient du cidre. Chacun avait son tonneau à cette époque-là. Et ça, la période, je vous dis, après, ça durait de début novembre jusqu'à fin décembre, le pilage. Mais bon, pas dans chaque ferme. Hein, pour faire 10 tonneaux de cidre, si vous voulez, il fallait quand même, à l'époque, 10-15 jours. Parce qu'on tournait les pommes aux émoulettes, c'est-à-dire à la main. Bon, quand ils en avaient fait 2 mares, ils appelaient ça des mares, de 10, 15 hectos, je ne sais plus combien ils mettaient là-dessus. Bon, il fallait 45 hectolitres pour faire un tonneau de 1500 litres. On allait couper de la paille, d'où le mot, quand on commençait à boire du cidre nouveau, on disait il a encore goût de fétu. On allait couper du roseau dans les marais de Criqueville, là, pour nous, dans la région, quoi. Hein. Puis il y avait d'autres régions qui étaient c'était beaucoup moins fertile qu'aujourd'hui, que tout le monde avec les tracteurs, on a aménagé les terrains. Mais à l'époque, il y avait encore plus de friches qu'aujourd'hui. Donc il y avait pas mal de roseaux. Et oui, on faisait un lit, il y avait un carré qui maintenait le mât comme ça, et puis hop, il enlevait le carré en question, là, on mettait du rot, c'était du rot ça s'appelait, du roseau, mais enfin il disait du rot. C'est comme de la paille un peu. Et puis on remettait du marc dessus, et ainsi de suite comme ça, 7-8 travées comme ça, 7-8, 10 peut-être, oui. Et puis ensuite, on descendait le mouton, ça s'appelait le mouton, c'est un gros bois qui est énorme, qui est sur une vis, avec des cliquets, clic, 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 clic. Et là, le cidre sortait, le jus sortait petit à petit. Ça faisait quelque chose de très très bon, beaucoup mieux qu'aujourd'hui avec la presse. Hein. Mais si on fait la comparaison aussi, il y avait les pommes. Les pommes, c'est important, parce qu'il y avait plusieurs espèces de pommes et on ne mélangeait pas les espèces. On mélangeait que les espèces qui connaissaient bien. C'est-à-dire, dans la région, il y avait le canevin, il y avait le gros bois, et il y avait le Jean Bénard. Ces 3 variétés de pommes-là associées faisaient un cidre épatant. Mais ça dépendait encore des régions. Par exemple, Longueville, il n'y avait pas de bon cidre. Canchy non plus. C'est comme les crus, c'est comme les vins, un peu. Par contre, en Lesqueville, là, le château de Beaumont, il y avait énormément de pommes, là, de pommiers. Il y avait du cidre excellent, qui faisait 5-6 degrés, même plus. Mais on ne mélangeait pas les pommes. Hein. Aujourd'hui, on met n'importe quoi. On met tout ce qu'on trouve, puisqu'il n'y a plus de pommiers. Ou alors c'est sur des bastiges, c'est autre chose. Mais c'est pas... D'ailleurs, je crois même que dans la région du Pays d'Auge, là, ils recherchent des jets de jeunes, de vieux pommiers comme ceux-là, là. Ces gens-là, c'est pas des vieux pommiers, parce qu'il faut 20 ans avant de récolter vraiment des pommes dans un pommier bien sonné. Hein. Les gens s'étonnent qu'il y a de moins en moins de pommiers dans la région, mais il faut leur expliquer pourquoi. Alors ça, c'est une politique qui a été faite sous Mendès France. Mendès France, il a préféré mettre du lait dans les écoles, donner des primes aux cultivateurs. Je me rappelle, à l'époque, c'était 500 francs, mais c'était énorme, 500 francs, pour arracher les pommiers. 500 francs par pied de pommier.
Alors, pourtant, Mendès, c'était pas fou. Mais il faut reconnaître aussi qu'à cette époque-là, la science, la médecine, Raleigh, le docteur Jeanne, par exemple, à l'hôpital de Bayeux, il disait j'ai 90% d'alcooliques dans mon hôpital. Parce que ils vous payaient, ah ben de ça, ils n'avaient pas regret. Hein. Vous arriviez le matin à la ferme, on déjeunait, enfin on mangeait la soupe, et une tasse de café. Et hop, un bon coup de calva là-dedans. Si on faisait 1 heure, bon, 2 heures supplémentaires, ou n'importe, ils ne payaient pas. Allez, ils venaient avec la taupette à gouttes, là, la bonne, parce qu'il y avait 2 espèces. Hein. C'est comme le cidre, c'est pareil. Il y avait le gros, il y avait le petit. Alors, le gros cidre, c'était le pur jus, ça, celui qui sortait, là, hop. Mais là, il y avait un catenard sur la champlure. Et l'autre, c'était le rémiage. De ce gros cidre-là qu'ils avaient fait sortir, on les remettait dans des cuves, le marc, on le remettait dans des cuves, on l'arrosait d'eau. Alors, il y avait un proverbe qui disait « 12 chevaux pour traîner l'eau et un cheval pour traîner les pommes ». Celui-là, il ne vous saoulait pas. Mais quand on faisait les gens faisaient une corvée en plus, alors là, ils tiraient des grosses bouteilles en terre qui faisaient 6-7 litres, ça dépendait de la grandeur. Et puis, bon, ils amenaient ça. Alors là, bon, les gars, ils en avaient un coup dans le nez. Et puis un bon coup de calva. Si bien que les jeunes ont bu trop de calva, et il y a eu une catastrophe terrible, les Normands et les Bretons, c'était le calva qui bousillait tout le monde. D'ailleurs, il y avait énormément de rachitis dus à l'alcool. Même les femmes, oui. Oui. Et moi, quand j'étais à l'armée, il y avait la région, c'était pas région militaire, moi c'était Rennes, les autres c'était Rivesaltes. Et il y a un colonel, il nous avait réunis, bon, il dit, qu'est-ce qu'on voit la différence entre les gens du Sud et les gens du Nord, là. Ben, on était tout ratichons, 1m50, 55, 1m60, 1m... Bon, un par-ci, par-là qui sortait d'ordinaire, que les autres, c'était tous des types formés, qui avaient le même âge que nous, mais qui faisaient 10-15 cm de mieux. Et ça, c'était dû à l'alcool, au calva. Hein. Le calva, ça fait des dégâts énormes. Alors bon, mais Mendès, il avait supprimé ça, lui. Il n'avait pas supprimé, mais d'où le droit de bouillir qui meurt avec les propriétaires, bouilleurs de cru. S'il y avait de la goutte de fête, hein. Oh là 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 là. Sans compter tout ce qu'il leur barbotait encore, parce qu'il y avait... Hein, passait par les... Fallait pas qu'il oublie la clé de la cave, hein, le patron, hein, c'était baisé. On buvait comme des trous. Hein. Alors ça, c'était pas bon. Comme l'intelligence les étouffait pas non plus, des gamins comme moi, si vous voulez, allez, bois ça, toi. Non, non, merci, j'en veux plus. Non, non. Ah, c'est le sec ou le mouillé. Alors, c'était le sec ou le mouillé. On l'avalait ou vous le jetez pas la bouche, pas la figure. Bon, c'était ça. Mais enfin, c'était pas en permanence. Mais enfin, on buvait quand même. Moi, j'ai jamais bu beaucoup, mais il y en a qui buvaient pas mal quand même. Ah oui, j'ai vu des gars boire du calva pur, comme ça, le matin à 9h. Mais pour revenir à la nourriture, l'alimentation, je vous ai dit, on était bien nourris. Parce que, bon, alors l'alimentation, c'était les produits de la ferme, entre les 3/4. Mais bien nourri, parce qu'il avait par principe de dire un sac vide ne tient pas debout, donc il ne peut pas travailler. Alors c'était des grosses nourritures. Moi j'étais dans une ferme là à Canchy où j'étais très très bien nourri, très très bien. C'était très très bon, très bien cuisiné. Ah oui. Et le dimanche, messieurs dames mangeaient dans la salle, moi ça m'arrangeait très bien. Mais on avait les mêmes repas que de l'autre côté. Même quand ils avaient du monde, souvent ils recevaient du monde, toubib, notaire, tout ça, ça mangeait dans la salle. Et on avait le même plat que ces gens-là. Il y avait beaucoup d'œufs, il y avait des œufs, il y avait des harengs, à l'époque des harengs. Le matin, je vous parle. Hein. Le matin, pour moi, c'était soit des œufs, soit des harengs. De la soupe, du pain, du beurre à discrétion.
le matin. Le midi, c'était soit du lapin, très bien cuisiné où j'étais, du poulet, ça dépendait, hein, ça variait. Hein. Et le vendredi, du beefsteak. Je me souviens toujours des beefsteaks comme ça, cuits sur la braise, avec du persil, tout ça, et une entrée, hein, des radis, des trucs comme ça. Oui, mais moi, je ne peux pas dire, j'étais très très bien. Et j'ai été dans d'autres fermes, où aussi j'étais très très bien, au niveau nourriture. Ouais. D'autres disent que un tel, il crevait la faim, mais nous, non. Non, 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 non. Moi, les gens chez qui j'étais, on était toujours très bien nourris. Très très bien et très propre. Bon, après ça, c'était fini. Hein. Vous sortiez de la soupe, vous alliez à votre écurie. Hein. Ah, c'était comme ça. J'ai eu une angine un jour, la fille est venue me soigner, tout ça. Mais c'est pour ça que je vous dis, c'était l'époque qui était comme ça. Je crois que quelqu'un qui aurait donné une chambre à son ouvrier, ça n'aurait pas été accepté, peut-être même pas par l'ouvrier. Parce que c'était à l'époque aussi un certain honneur de coucher à l'écurie. Parce qu'on trouvait un brin de liberté. On faisait ce qu'on voulait, on sortait, on rentrait, on allait voir les copains d'à côté, de la ferme d'à côté, on se tapait une belote ou des trucs comme ça. On était libre. Que si on avait habité dans le corps de ferme, hein, peut-être que ça aurait coincé un peu. En tant que jeune homme, hein, en tant que domestique, là. Mais bon, les gens plus âgés qui étaient mariés et tout ça, bon, ben, ils étaient chez eux. Hein. Non, ils ne dépendaient pas du tout de ça. Ils étaient à l'extérieur. Et je vous parle des ouvriers, enfin des commis, parce que c'est le nom, le commis, la bonne. Il y avait les corps de métier qui venaient. Il y avait les charpentiers. Il y avait le bourrelier. Ça venait 2 ou 3 fois par an, ces gens-là. Bon, il y avait le couvreur aussi, bien entendu. Alors le charpentier il venait, où on faisait des barrages, où il refaisait une charrette, où il remettait un bras à une charrette, ou faisait des bricolages, ou un banneau, des trucs comme ça. Bon, le bourrelier venait 1 fois ou 2 par an aussi pour réparer les équipages de chevaux. Ça faisait partie aussi des travaux de la ferme. Des gens de l'extérieur. Mais ceux-là étaient un cran dessus. Ah oui, il n'était pas... Bon, ben... Le cultivateur, il ne connaissait rien à la charpente, ni au bourrelier, quoi. Il était très bien, ces gens-là. Mieux payés, bon, c'était normal parce qu'ils avaient une spécialité, quoique... Tout le monde avait sa spécialité, parce qu'il fallait tout le monde pour faire tourner la ferme. Il y avait besoin de tout le monde. Le Grand Valet, dont je vous ai dit, là, le Grand Valet, c'était un peu le chef d'équipe, quoi. Alors le patron lui disait, moi où j'étais toujours, le patron lui disait, bon, on va faire ça, ça, ça et ça. Et puis, c'est lui qui nous distribuait le travail. Bien souvent, c'était comme ça. Mais enfin, c'était assez simple, ça, c'était pas difficile. Et puis, si vous voulez, quand on était à faire du bois, bon, ben le matin, on arrivait, on mangeait. Bon, ben tu continues à ton bois. C'était ça, quoi. Et si ils étaient en train de labourer, tu continues à labourer, parce qu'on labourait au Brabant à l'époque avec 2 ou 3 chevaux, souvent. Et bon, ben, jusqu'à ce que le champ soit fait, on en faisait 1 hectare dans la journée. Hein. C'était pas 16-17 hectares comme aujourd'hui. Mais c'était bien, ça. C'était le bon boulot, ça. Parce que, bon, bah, on allait au bout du champ, on tournait le Brabant, on revenait. Bon, c'était peinard, ça. C'était peinard, c'était bien, puis on voyait ce qu'on faisait. Mais ce que j'aurais toujours reproché aussi, c'est que il vous expliquait jamais il vous expliquait le pourquoi qu'on faisait ceci. Par exemple, il vous disait, tu prends le rouleau, tu vas rouler la terre à tel endroit. Ah bon, tu prends le rouleau, tu vas rouler la terre à tel endroit. Travail et tais-toi, c'était ça que ça voulait dire.
Jamais ils vous ont dit, quand on se met de l'engrais, par exemple, à la main sur les betteraves, ils vous expliquaient pas le pourquoi. Ça, pour moi, c'était terrible, ça. Parce qu'on travaillait avec un bandeau sur les yeux. Va traire. Bon, va traire. Quand j'ai grandi, que j'ai vieilli un peu, que j'ai pris le poste de Grand Valais, tout ça, va labourer à tel endroit, pour faire du blé. Mais comment que ça se fait, le blé? Comment ceci, comment cela? Ben, ça pourrait se mettre ça aussi les yeux fermés. Ils ne connaissaient rien du tout. Les trois quarts. Ils vous disaient rien, ils disaient, tu vois, aujourd'hui, on arrive au mois de novembre, il faut labourer pour faire le blé, parce que c'est du blé d'hiver, et ainsi de suite comme ça. Et puis au printemps, on va passer, parce qu'ils passaient les mousseuses là-dessus, c'est-à-dire une petite herse, là. C'était pour... Bon, après, j'ai compris, mais ils ne vous disaient pas, c'est pour aérer le sol, après on va mettre de l'engrais, et l'engrais partira. Et tu vas rouler la terre pour que l'engrais s'aplatisse. Eh ben non, jamais, non, tu fais ci, fais ça, fais l'autre, mais vous expliquez pas le pourquoi. C'est drôle, hein. Alors quand t'es gamin là-dedans, on t'est en apprentissage, si vous voulez, mais ça comptait pas, ça, c'était pas ça. Jamais été compris, si vous voulez. J'ai été compris, c'est dommage, hein, ce que je vais vous dire. J'ai été compris, alors que je suis antimilitariste. J'ai été compris à l'armée. Parce que quand je suis arrivé là-dedans, c'est lire et écrire, c'est tout. Mon livre militaire, c'est ça. Hein. Mais j'ai trouvé un lit propre. J'ai trouvé des gens qui m'expliquaient les choses. Pourquoi la ligne de mire est une ligne imaginaire qui part de l'aile du tireur passant par le ton. On m'a expliqué ces trucs-là. J'ai eu un petit bouquin sur la vie en Algérie, comment il fallait se tenir, comment si on était invité par les Arabes et tout ça, ce qu'on devait faire et pas faire. Hein? Et en 3 mois, j'en ai appris plus qu'en 6-7 ans à l'école. Et un jour, j'ai passé dans le bureau d'un lieutenant, comme tous, et ce lieutenant-là, je me souviens encore de son nom, il me dit, bon, vous venez de quelle région? Et vous voyez, vous venez de quelle région? Normandie, région d'Isigny, oui. Bon, le nom de votre mère? Suzanne. Le nom de votre père? J'en ai pas. Ah bon? Vous connaissez pas votre père? Non, non, je suis un bâtard. Il a fait un bond, le type. Il me dit, qu'est-ce que vous me dites? Ben, je dis oui, Puis je dis, ça y est, il me faut trop, parce que... Et il me dit, mais c'est pas possible. Mais non, ça n'existe pas, le bâtard. Ben, j'ai dit, j'ai pas de père, c'est comme ça qu'on est appelé dans notre région. Hein. Vous voyez, donc on est obligé d'avoir de mauvais souvenirs de tout ça. Quand on est arrivé à l'armée, on s'est rendu compte quand même d'où on venait, la différence qu'il y avait entre des gens qui avaient reçu une certaine éducation et nous qu'on n'avait rien reçu du tout. Cet enregistrement, je voudrais qu'il serve à nos jeunes. Il ne faut jamais perdre espoir parce qu'on arrive toujours à s'en tirer. Difficilement certains, mais enfin on arrive à s'en tirer. Quant à cet enregistrement, parce que ma vie a beaucoup changé après toutes ces péripéties, je le dédie à 2 femmes. Une, Raymonde, qui était ma compagne pendant 28 ans, et l'autre à une personne qui m'a compris en discutant comme ça, à bâton rompu, qui m'a dit un jour, j'ai besoin de gens comme vous, et puis je suis parti en région parisienne. Et elle se nomme Madame Huette, elle existe toujours. Je leur dédie cet enregistrement. Mais ceci n'est qu'un début parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses que j'ai vécues et que j'ai vues autour de moi, qui a fait de moi un peu un révolté dans toute ma vie.
Parce qu'il y a des choses que, comme j'avais rien appris à l'école, mais que je ne pouvais pas digérer, et c'est pas les moins importantes. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais on le fera sur un autre CD.